Par rapport à la question qui était de savoir d'où on sait que la mitzvah de détruire le Hametz, c'est le 14 Nissan, veille de Pessah, et non pas le premier jour de Yom Tov, comme le semblerait l'indiquer le verset de Bayom Arishon, Tashbitu Sorotechem. La Gemara finalement apporte une braïta avec trois avis. Nous avions vu les deux premiers jusqu'à présent, je les rappelle. Premier avis, Rabbi Ishmael, qui déduit ça du verset Lotishrat al-Chametz Dam Zifri, qui sous-entend que à l'heure où on peut offrir le Korban Pessah, et l'heure le plus tôt possible c'est Chatzot, quand on ne peut plus avoir de Chametz à ce moment-là. Donc ça serait ça la démonstration. Rabbi Akiva a dit Enot Sarir, c'est pas la peine de chercher midi à 14h, c'est-à-dire un autre verset dans un tout autre contexte. Le verset lui-même qui traite de la mitzvah de Tashbitu, on peut arriver à faire apparaître que ça ne peut pas être le 15 mais le 14. Pourquoi ? Parce que Tashbitu, ça veut dire vous brûlerez, selon Rabbi Akiva, et brûler le Yom Tov, brûler c'est un travail, un melacha, qu'on n'a pas le droit de faire Yom Tov. On ne peut pas imaginer que la Torah nous demande de repousser un interdit de Yom Tov. C'est beaucoup plus logique de dire que, en fait, quand elle dit le 14, le premier jour, elle veut dire le jour qui précède. C'est là que nous étions restés. Et là, on arrive maintenant au troisième et dernier avis. Rabbi Yossé Omer. Alors déjà, vous avez peut-être dans vos éditions un renvoi à Gaot Marie Lando. Vous n'avez pas un petit Aleph, quelque chose comme ça dans vos éditions ? Oui. Donc vous avez le Aleph qui renvoie à Gaot Rabbi Ri Lando, c'est probablement le Rabbi Yecheskel Lando, l'auteur du Slach et du Noda Biouda, qui dit Sarich Lomar Rabbi Yossé Aglili. Rabbi Yossé Aglili, c'est donc pas Rabbi Yossé, mais Rabbi Yossé Aglili. Alors pourquoi on ne peut pas lire Rabbi Yossé et il vaut mieux lire Rabbi Yossé Aglili? Alors d'abord, on signale dans Me'agod et Tzionim que vous savez que il y a Tosfot à Rashba, qui est parallèle à notre Tosfot. Là-bas aussi, on voit qu'il a la Girsa, Rabbi Yossé Aglili. Mais en vérité, dans notre Tosfot, dans le Talmud Bet, on l'a vu déjà. Si vous reportez dernier Tosfot de la page précédente, Ve'ema le Rabot Leil Chamisha Asar le Biur, Tosfot dit une fois qu'on avait répondu qu'il y a un Ekesh entre le fait de détruire le Chametz et le fait de ne pas manger du Chametz, on n'a pas besoin du verset de Shivat Yamim Seor Lo Yimatse. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où il y a un Ekesh entre Ashbatat Seor et Achilat Chametz, Yachol Hidrosh Hakol, on peut tout déjà interpréter. Como chez Doresh, Rabbi Yossé Aglili le Kaman. Donc c'est voilà. Donc, alors seulement le problème, c'est que là vous avez Aglili entre parenthèses. Donc il y a quelqu'un qui a cru que c'était une erreur. Et voilà, il y avait quelqu'un ça prouve que la version de base, c'était Rabbi Yossé Aglili. Et ensuite, il y a quelqu'un qui lui avait dans la Gemara Rabbi Yossé, a dit c'est pas possible, donc il a enlevé le Aglili. Mais en fait, c'est le contraire. C'est que c'est dans la Gemara de Tosfot, on voit qu'il avait la version Rabbi Yossé Aglili, et c'est pas Tosfot qu'il faut corriger, c'est dans la Gemara qu'il faut corriger. Ce que dit le Tzlach, là, ici et là. Maintenant, pourquoi quel est l'enjeu? Alors, il y a un premier enjeu qui est très simple, c'est que Et puis Mistader, c'est des Barkouta, ils sont contemporains. Rabbi Yossé Aglili avec Rabbi Akiva et Rabbi voilà. Ishmael. Rabbi Yossé est l'élève de Rabbi Akiva. Rabbi Yossé est l'élève de Rabbi Akiva, alors que Rabbi Yossé Aglili est le contemporain de Rabbi Akiva. Donc il est plus logique de dire qu'ici on a un débat entre trois égaux qu'entre deux égaux et un élève qui se permet d'être en désaccord avec soi, et bien que ce soit des choses qui arrivent. Donc voilà un premier, c'est comme ça que une des raisons que donne le Tzlach. Après on va voir une raison plus sophistiquée. Pardon ? La Gadat Pessah, Rabbi Akiva, Rabbi Yossé Aglili. Ah, très bien.
Ah oui, à propos du nombre de Makot. Ouais, ouais. Oui, oui. On voit donc le bar Plukta. Toujours, oui. Donc un bar Plukta de Rabbi Akiva, c'est Rabbi Yossé Didi. Par contre, Rabbi Yossé, jamais. Parce que Rabbi Yossé, c'est à des 4 talmidim, c'est à des 5 talmidim de Rabbi Akiva. Donc c'est rare qu'on ne voit pas Rabbi Yehuda qui est collègue avec Rabbi Akiva, on ne voit pas Rabbi Meir qui est collègue avec Rabbi Akiva. Kula Maliba de Rabbi Akiva en général. Donc c'est pour ça que ça serait choquant un peu. Donc c'est beaucoup plus logique de dire que c'est Rabbi Yossé Didi. Ça, c'est des raisons biographiques en quelque sorte. Historiques. Après, on va peut-être voir qu'il y a une raison. Le Tzar va proposer un argument encore beaucoup plus puissant. Alors, pour ça, il faut d'abord voir ce que dit Rabbi Yossé. Alors, Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé Admili Omer, Enot Tsarir. C'est pas la peine de dire comme vous avez dit, Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, j'ai encore mieux. C'est-à-dire, donc d'après ce que j'ai expliqué, encore plus simple, encore. C'est même pas, c'est encore, même Rabbi Akiva qui a dit c'est pas la peine de chercher midi à 14h, il cherche quand même un petit peu midi à 14h puisqu'il est obligé d'amener un élément quand même qui n'était pas dans le verset, à savoir qu'on n'a pas le droit de faire une melacha le jour de Yom Tov. Ça c'est un complément qui n'était pas dans le verset. Rabbi Yossé Aglili dit, moi le verset uniquement tout seul me permet de faire la démonstration. Comment ça? Aréou Omer, Ach Bayom Arishon, Tajbitu Seor Mibatef. Donc là, il reprend la question de base que tout le monde avait déjà repris. Rabbi Shmuel l'avait déjà dit comme ça aussi. Donc le verset, voilà que le verset dit, cependant, le premier jour, entre guillemets, vous éliminerez le levain de vos maisons. Mais Rev Yom Tov, Oena Ela Beyom Tov. Donc nous nous posons la question, toujours la même, qu'est-ce que la Torah entend par l'expression Yom Arishon? Faut-il comprendre que c'est la veille de Yom Tov? Faut-il comprendre que c'est le jour de Yom Tov? Jusque-là, il n'y a rien à rajouter. Talmud Lomar, c'est pourquoi le verset a dit Ach. Donc lui, il utilise le petit mot de 2 lettres qui introduit le verset Ach, Bayom Arishon. Avec le Ach, tout est réglé. Ach, Chilek. On a déjà vu que Ach vient faire un distinguo, littéralement, distinguo dans quoi? Dans la journée même, en disant une partie du jour est permise, une partie du jour est interdite. Ve'i beyom tov atzmo. Et si tu disais que le Ach venait émettre un distinguo dans le 15 Nissan, ce qui voudrait dire donc en partie du 15 Nissan, j'ai encore le droit de conserver du Khamet, et c'est seulement après que j'aurai plus le droit, Mishari, mais est-ce qu'on pourrait imaginer une chose pareille, qu'une partie du temps du 15 Nissan, on ait encore le droit de conserver par devers soi du Chametz. Ha itka shashbatat seor l'achilat Chametz. L'achilat Chametz, l'achilat matzah. Pourtant, et nous l'avons déjà vu précédemment, plus haut, c'est ça que Tosfot faisait allusion, que la Torah a juxtaposé pour qu'on les compare et qu'on les déduise l'un de l'autre, l'élimination du seor avec la consommation du Chametz, dans le verset, dans quel verset? Shivat Yamim Seor Lo Yimatse Bevatechem, donc ça c'est Ashbatat Chametz, et Kikolochem Machmetzet, Venicheta. Donc on voit bien que la destruction, le fait de ne pas posséder de Chametz, ou de Seor, c'est pareil, et le fait de manger du Chametz, c'est comparé pour dire que c'est au même moment. Vachilat Chametz, l'Achilat Matzah. Il y a un autre Ekech qui nous dit que le moment où commence l'interdit du Chametz, c'est le moment où on a l'obligation de manger de la matzah. Pourquoi? Parce que d'où on voit que ce Ekech, Kol machmetzet lo tochelu, b'chol moshvotechem tochlu matzot. Donc dans le même verset, ne pas manger du machmetzet et manger de la matzah. Urtiv de la matzah, ça ne le dit pas, on l'avait vu plus haut, et par rapport à la matzah, quel est le temps de consommation? Il y a écrit dans la Torah, Erev tochlu matzot. Donc c'est le soir. Donc par double Ekech, on arrive donc à la démonstration que c'est sûr que à la tombée de la nuit du 15, on ne peut plus avoir de Chametz. Et si tu me dis, et pourtant il y a Achilek, donc ça contredirait si tu dis que ça va sur le 15, Al-Kocha que ça va sur le 14. Donc la démonstration, une nouvelle démonstration qui est plus simple parce qu'elle
Mais c'est vraiment en deux temps comme Rabbi Akiva. Quand même, exactement. C'est en deux temps. Vous avez C'est- Après, qu'est-ce qu'il dit Ben Thomas et si tu pensais que. Donc c'est en deux temps. Et Rabbi Akiva. Et si tu pensais que quoi? Non, si tu disais que l'archilève. Yom Tov Atzmo, Yom Tov Atzmo Mishari, Donc on voit bien parce que il faut aussi démontrer quelque chose. Il faut aussi démontrer quelque chose. Donc en quoi c'est plus Enzarif? Bon, je vais proposer bientôt une réponse qui balaye la question, mais à ce stade-là, on pourrait quand même dire que on reste toujours dans le Inyan. Et on ne fait pas intervenir quelque chose qui n'a rien à voir, les Chot Melachot de Yom Tov. Donc c'est quand même plus économique en quelque sorte. On va faire Rashi. Juste le Hekesh entre Achilat Hametz et Achilat Matzah. Oui. On l'avait plus, hein. Je l'ai dit, je l'ai cité, quel est le problème? Oui, non, mais en réalité, le Hametz, quand même, on n'a pas le droit de le manger. C'est pas le même Zman. Doraita, c'est le même Zman. Puisque le Ach, il vient quand même dire que Achilat Hametz, c'est Le Har ne parle pas de la Achila. Le Har, il parle de Hashbata. posséder, de Hashbata. Donc maintenant, c'est vrai que si on n'a pas le droit d'en posséder, c'est sûr qu'on n'a pas le droit d'en manger non plus. Mais en tout cas, au minimum, c'est quand arrive le temps de la tombée de la nuit, c'est déjà. En vérité, ce qui se passe, c'est que d'après qu'il y a quand même un glissement entre l'après-midi de la veille de Pessah et de la tombée de la nuit de Pessah. La tombée de la nuit de Pessah, l'interdit de manger du Hametz devient sanctionné par Karet, chose qu'il n'y avait pas auparavant. Mais là, pour le Hekesh, on se contente, on ne dit pas que ça commence avant, mais en tout cas, et d'ailleurs, on ne saurait peut-être pas encore que ça commence à. Il est possible que l'interdit. C'est dans un premier temps, on fait le Hekesh et après, ça vient rajouter. Non, c'est-à-dire que d'où on sait l'interdit de manger du Hametz à Chatzot? C'est seulement parce qu'on a dit qu'on doit le détruire. Si on sait qu'on doit le détruire, c'est qu'on ne peut plus le manger. On ne va pas imaginer que la Torah me dit. Il y a un Tosfot qui en parle plus tard de ça. Il y avait je en avais parlé, je crois. Il y avait une chita qui disait qu'on a le droit de manger. On n'a pas le droit de posséder. Ben oui, tu peux t'acquitter de l'obligation de détruire le Hametz en le mangeant. C'est fort. Donc ça c'est une chita, et les autres ils disent non, si on n'a pas le droit de posséder, c'est qu'on n'a pas le droit de le manger. Surtout si on dit que toute la raison pour laquelle la Torah m'a interdit, après le Ran, la Torah m'a interdit de posséder du Hametz, c'est de peur qu'on en vienne à manger, alors c'est sûr. Parce que là, on dit un Hekesh entre Hashbata et Achilat Hametz, et après un autre Hekesh entre Achilat Hametz et Achilat Matzah. Oui, alors. Mais c'est quand même pas la même heure. C'est la même heure, tout est pour la même heure. Tout est pour la même heure. Ça ne veut pas dire que ça commence à ce moment-là, mais en tout cas ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est sûrement un sourd. Et quand on fait un Hekesh, on compare tout, non? Pas nécessairement. On compare par rapport à ça. Maintenant, s'il y a un autre verset qui vient compléter, il ne contredit pas le Hekesh. Le Hekesh me dit, à telle heure, ces trois choses-là sont interdites. Elle n'est pas en train de dire, c'est à ce moment-là que on aurait dit, c'est sûr qu'on aurait dit, si on n'avait que ça, on aurait dit, ça commence tous, les trois commencent en même temps. Maintenant, si j'ai un autre verset qui vient compléter, alors ça va modifier. Alors, voyons Rashi. Ach Chilek. Donc tout est venu du Ach. Itir lecha akatuv lishoto miktsat yom biuro. Donc dans le mot Ach, qui vient faire un distinguo, on voit que le verset t'a permis, lishoto, de conserver le Hametz, miktsat yom biuro, une partie du jour où il faudra le détruire. Le jour même où tu devras le détruire, il y a une partie du jour où tu as encore le droit de le garder. C'est-à-dire la défense, l'obligation de détruire ne démarre pas au début de la journée, du jour. Et si on disait que le jour qui a été dévolu par la Torah à la destruction du Hametz, c'est le 15 Nissan, le jour de Yom Tov, ce qui voudrait dire qu'on aurait le droit de le garder en partie. Mishari, Lishouye, Klal. Est-ce qu'il existe un tant soit peu de moments de ce jour où on aurait le droit de le garder? Haït Kash, v'choulé. Pourtant, il y a ce double Ekesh qu'on a vu, etc., et qui aboutit à comparer finalement la destruction du Hametz avec la consommation du matzah. Rachid poursuit et dit Vachilat matzah, Mishechashecha, parce que la Gemara ne le disait pas ici, elle le sous-entendait, donc Rachid complète.
Et la consommation de la matzah, c'est quand? C'est dès la nuit tombée. Valkorchar, donc forcément, Ashbatat Sehor, que chez Terchar. Nécessairement, la destruction du Sehor doit au minimum intervenir quand la nuit est tombée. Vimke, l'omishkachat achelek. Et dans ce cas-là, si tu dis que le jour de la destruction c'est le 15, tu n'arrives pas à appliquer ce har qui indique un distinguo entre deux parties de la journée. Et là, Rashi complète en disant quelque chose qui paraît superflu, des ilav har. Mais s'il n'y avait pas eu ce har, il y a le même har, alors là j'aurais pu m'en sortir. On a l'impression que Rashi se dit, mais qu'est-ce que tu as besoin du har? Même sans har, tu peux faire ta démonstration. On va voir pourquoi dire ça. Qu'est-ce qu'on aurait pu penser? On va y venir après. Mais voyons tout de suite ce qu'il dit. Il dit, s'il n'y avait pas le har, alors j'aurais pu dire que c'est bien le 15 que la Torah veut qu'on détruise le Chametz. Et j'aurais dit, Bayom Arishon, Ben Hashmashot, chez Watralat Hayom. J'aurais dit que quand la Torah me dit, Bayom Arishon, Tashbitu sur Vatechem, ça veut dire quoi Bayom Arishon? Ça veut dire Ben Hashmashot, au crépuscule de l'entrée du 15. Chez Watralat Hayom. Pourquoi crépuscule? Puisque vous savez que chez nous, le début de la journée commence, enfin le début du nouveau jour, je veux dire, commence à la tombée de la nuit. Mais la tombée de la nuit, on ne sait pas quand c'est. Ça intervient dans la période crépusculaire. Il y a une période intermédiaire charnière entre ce qui est Vadayom et Vaday Laila. Et le passage du jour à la nuit intervient dans cette période crépusculaire dont nous ne savons pas dire à quel moment c'est. Et donc, automatiquement, si je ne peux pas me laisser une seconde rentrer dans le 15 avec du Chametz, je serai obligé, pour être sûr, pour sortir du doute, de faire ma destruction avant Ben Hashmashot. Bayom Arishon, Ben Hashmashot, c'est-à-dire au début du Ben Hashmashot, chez Atralat Hayom, qui sera le début de la journée. Avalashta, donc s'il n'y avait pas eu le har, tout était possible encore. Et maintenant qu'il y a le har, Al-Kochar, forcément, Betor Yom Biuro, Sharile Kra Lishouye. Maintenant qu'il y a écrit har, donc ça nous oblige à dire que c'est pendant la journée où intervient la destruction du Chametz que la Torah, que le verset lui permet de le garder. Et ça, c'est pas possible, donc le 15 à cause du Hekesh, donc ça sera le 14. Donc la difficulté que j'avais, c'est pourquoi cette longueur à la fin de Rashi, pourquoi, qu'est-ce qui le gênait? Bien sûr que sans har, on ne s'en serait pas sorti. Alors en vérité, si, parce que le problème de Rashi, c'est que si vous vous rappelez la Gemara, le début de cette souris avec Abaye a fait exactement le même type de démonstration sans le har. Vous vous rappelez? Regardez, lorsque on avait dit à Marabaye, on avait demandé Minalan, d'où on sait que c'est le 14. Amar Abaye avait dit Trekra Ektive, il y a deux versets. D'un côté, il est dit Shivat Yamim Solo Yimatse Vatechem pendant 7 jours. Urtiv Ar Bayom Arishon Tashbitu Sur Vatechem. Et puis il y a ce verset Bayom Arishon. À Ketzad, il y a contradiction, comment la résoudre? Le Rabot Arba Asar le Biour. Ça peut être que sur le 14. Là-bas, il n'est pas en train de Doresh Ar. Alors d'où il a sorti qu'il y a une contradiction? Puisqu'on n'a qu'à dire que Bayom Arishon, c'est Ben Hashmashot. Alors Rashi avait dit Dal Kocher Ay Arishon. Non. Pas ça, c'est celui d'avant. Shivat Yamim sur l'Oimatse Vatechem, Afilu Sha'achat, le Torah Shivat Yamim, donc ça d'accord. Shivat Yamim sur l'Oimatse, la Torah me dit, pendant 7 jours, tu n'as pas le droit de posséder du Chametz, sous-entendu même pas une seconde à l'intérieur des 7 jours. Urtiv, Ach Bayom Arishon Tashbitu, Aresha Abo Sha'achat. Vous vous rappelez qu'on avait longuement discuté là-dessus. Aresha Abo Sha'achat. De l'écoute des mots Bayom Arishon, on voit qu'il a laissé un moment rentrer. Alors à l'époque on avait dit, alors au début on avait cru que c'était parce qu'il y a écrit Bayom Arishon, c'est Betor Hayom. Après on avait démoli ça, on avait dit que c'était parce que le Bayom Arishon est en trop sinon. Et donc on l'expliquerait pour interpréter, pour me dire que c'est au milieu de la journée. Et donc là visiblement, Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec cela.
puisque si lui le déduit, pas Rabbi Akiva, excusez-moi, Rabbi Rabbi Yossi Yossi Aglili. Donc puisque Rabbi Yossi Aglili a besoin du Ach, alors Rachid nous dit, il veut mettre en opposition Rabbi Yossi Aglili avec ce qu'avait dit Abaye. C'est pour ça qu'ils n'ont pas la même perspective. Abaye pensait que même sans le Ach, le Bayom Arishon étant trop, et donc, pourquoi dire Bayom Arishon si tu m'as dit Loïmatse? Donc on sait déjà que Tashbitu, ça sera avant les 7 jours. Donc quand tu me dis Bayom Arishon, on va dire Betor Hayom Arishon. Et Rabbi Yossi Aglili, il n'est pas d'accord avec ça. On avait vu on pouvait être d'accord ou pas d'accord. Donc voilà, je pense, l'explication dans Rashi. Maintenant, il y a une autre question. Et la fin de l'argumentaire là-bas, c'était Mamid Safra, on avait dit Achilek. Ouais, à la fin, on avait dit Achilek. Mais donc ça veut dire qu'au début, on n'avait pas utilisé Achilek. Et là, on l'utilise depuis le début. Ta remarque m'amène à poser une question, je crois que le Tsar soulève. Il dit, mais alors, attends, maintenant qu'on a juste Ach, alors comment on sort que c'est Chatzot? Puisque Ach me dit simplement que c'est une partie de la journée. Mais on n'a pas dit que c'était... la moitié. Alors comment on sort la moitié? Donc il faut dire comme on avait dit avant. C'est que la nuit, c'est pas possible parce qu'il y a écrit Bayom. Et Bayom, donc ça veut dire que c'est le jour. Et donc le Har, ça vient couper le jour en deux. Mais Rashi dit pas le Tzlar demande, mais c'est parce que dit Rashi. Rashi dit que s'il n'y avait pas écrit Har, j'aurais dit Bayom Arishon Ben Hashmashot. Ah non, pas Ben Hashmashot, il aurait dû dire le matin. Alors ça contredit ça. Alors si vraiment Bayom Arishon c'est Ben Hashmashot, alors d'où je tire maintenant Chatzot au final? Puisque le Chatzot je l'ai seulement si j'élimine la nuit, je commence le matin. Alors on dit que c'est dans la période diurne que la Torah me dit de couper en deux. Quand on me dit couper en deux, alors je me dis en deux parties égales, on arrive à Chatzot. Mais là, d'après Rashi, c'est Ben Hashmashot, alors d'où je sors Chatzot? C'est la question que le Tzlar soulève. Comprenez? Alors il répond en disant, à ce stade-là, quand on est avec le Har, ou alors sans le Har, Rashi était dans une hypothèse où il n'y aurait pas eu écrit Har, il y aurait eu juste écrit Bayom Arishon. J'aurais pas dit que Bayom Arishon c'est le matin. J'aurais dit Ucha de Kra. C'est Ucha de Kra, c'est-à-dire c'est l'habitude du verset de dire le premier jour. Quand on dit le premier jour, ça ne veut pas dire le matin, ça veut dire à l'entrée du jour, mais on appelle ça le premier jour. Donc j'ai le Ekech. Pardon? En plus avec un Ekech, effectivement. Donc à ce stade-là, Rashi a raison de dire Ben Hashmashot. Mais après, une fois qu'on sait qu'on ne parle pas du 15, on sait qu'on parle du 14, et que maintenant on se pose la question, alors où intervient le Har, où on met le curseur? Alors là, on fait la dracha sur le Yom. On dit que sûrement quand la Torah a dit Yom, c'était pour parler du jour. Parce que sinon, elle nous induit en erreur. Et sinon, en mettant Yom, alors que là maintenant on a un doute sur le curseur, alors elle nous induit en erreur. Donc si elle l'a mis, c'est que ça ne nous induit pas en erreur, que c'est vraiment sa kavana. Donc voilà ce que veut dire le tzlar, c'est que tant que s'il n'y avait pas Har, alors on aurait dit Bayom Arishon. Maintenant qu'on a le Har qui coupe la journée en deux, alors on fait effectivement comme auparavant, on dit que Yom c'est le jour, pour nous dire que la nuit c'est exclu, et donc c'est dans le jour qu'elle doit intervenir le découpage en deux, et c'est comme ça qu'on arrive à faire ça. Ça va? Je continue. Alors, maintenant, je viens à une autre question, une autre remarque du Tzlar, qui dit que, qui pose la question sur Rabbi Yossi Aglili, ou Rabbi Yossi Omer, Enot Sarir. J'avais déjà dit ça la semaine dernière, c'est que Enot Sarir, ça suppose deux choses. La première des choses, c'est, comme on l'a expliqué, c'est pas la peine d'aller si loin, parce qu'on peut trouver mieux, plus proche, plus court, plus économique. D'accord, ça on l'a expliqué. Mais le Tzlar rajoute aussi, si vous dites Enot Sarir, ça veut dire, je suis d'accord avec ta démonstration, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine de faire si compliqué, on peut faire plus simple. Mais ça veut dire que je suis d'accord, parce que si tu n'es pas d'accord, c'est pas Enot Sarir, c'est que c'est pas juste ce que tu dis. C'est pas ça qu'il faut dire, il faut dire autre chose. Quand tu dis ce n'est pas la peine, ça veut dire on pourrait le dire, mais c'est pas la peine. Donc maintenant il faut vérifier si Rabbi Yossi peut être d'accord avec Rabbi Ishmael d'une part, et avec Rabbi Akiva d'autre part. Alors, avec Rabbi Ishmael, ça ne pose pas de problème. Ça ne contredit pas du tout ce qu'il a dit. Par contre, par rapport à Rabbi Akiva... Juste que pour lui-même, le passage. Pardon? Ce passage-là viendrait que pour le lave lui-même.
Si on s'en sert pas comme dracha. Oui, c'est ça. Mais on aurait pu faire la dracha aussi de là. Mais le din est juste. De toute façon, effectivement, il y a un lave que tout le monde reconnaît. Et on aurait pu, à partir de dire que le verset, en plus du lave, vient nous donner le zman. Mais c'est pas la peine, on peut dire considérer le zman d'ailleurs. Mais comment on fait avec Rabbi Akiva? Parce que Rabbi Yossé Aglili, on va voir plus loin qu'il pense que le Chametz c'est Mutar Ba'ana'a. Le Erev Yom Tov, pas Yom Tov, mais le Erev Yom Tov, le Chametz est Mutar Ba'ana'a. À quelle heure Pendant. Après Non, même pendant Yom Tov. Le Rabbi Yossé Aglili a la Shita, nous on n'est tellement pas habitués à ça qu'on ne fait pas attention. Mais nous on pense que même le 15 Nissan, c'est Mutar Ba'ana'a. D'accord? Est-ce que ça peut être concilié avec Rabbi Akiva? La démonstration de Rabbi Akiva, c'était quoi? C'était que si on dit que c'est le 15, comment on va comprendre que la Torah nous demande de brûler? Alors c'est une melacha. Mais on avait dit, mais c'est pas non, c'est facile, il peut brûler sans que ce soit une melacha. Tachat tafshilo. Il met ça sous son plat pour cuire le plat, ou dans la chambre pour réchauffer la chambre. Et à ce moment-là, ça devient le tzorech ochel nefesh, c'est moutar le koladéa. On avait dit, il y avait un premier moment où c'était pas possible. Non, À cause du Surana. pourquoi c'était pas possible? Parce que c'est à Sourbana. À cause du Quand Surana. on avait posé la question, il a dit, mais après, une fois que ça sera mis en braise, ça sera. Mais avant, non. Et tout a été bâti là-dessus. Mais si on dit que c'est Moutar Bana, à ce moment-là, il n'y a plus de Issour du tout. Donc comment Rabbi Yossé Aglili, il peut dire Enot Sarir à Rabbi Akiva? Vous voyez? Alors disons que c'est Rabbi Yossi, parce qu'on a un doute si c'est Rabbi Yossé Aglili, il a dit c'est pas mieux. On est coincé dans tous les cas. Parce que Rabbi Yossé, on verra aussi plus loin bientôt dans Tosfot, que lui il pense que Avara c'est Moutar Beyom Tov. Carrément. Donc, le Lotevaru Esh, c'est seulement Beshabbat. Il y a écrit Lotevaru Esh, Yom HaShabbat, la fois Yom Tov. Donc Yom Tov, c'est Moutar. Alors dans ce cas-là, la démonstration de Rabbi Akiva, toute l'histoire de Rabbi Akiva, c'était qu'il y a Matzinu Avara chez Yom HaLacha. Lui, il ne tient pas que c'est Yom HaLacha. Rabbi Yossé Aglili, il pense pas comme ça. Rabbi Yossé Aglili, non, mais Rabbi Yossi, oui. Donc si c'est alors Bimon Afshar, si tu dis Rabbi Yossi, ça colle pas parce que d'après Rabbi Akiva, il y a Issourana et que lui il pense qu'il n'y a pas de Issourana. Non, il y a Avara, que là il y a Issour Avara et lui il pense pas qu'il y a Issour Avara. Et si c'est Rabbi Yossé Aglili, alors lui il pense qu'il y a Issourana et alors que Rabbi Yossé Aglili pense qu'il n'y a pas d'Issourana. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais selon Rabbi Yossé Aglili, s'il fait Avara et qu'il tire pas de Hana de ça, ça sera assourd. C'est assourd quand même. Oui, mais quel est le problème? La Torah te dit fais la Avara, mais sans faire de Melacha. Tu connais la solution. C'est-à-dire que je peux pas faire de n'importe quelle manière que je Tu veux. peux pas, non. C'est peut-être ça, la Torah, enfin, si elle nous oblige. Alors effectivement, d'après le deuxième, on pourrait s'en sortir, je crois qu'il le dit, d'après le deuxième Thérouz de Tosfot, que nous avons vu la semaine dernière, Svara ou de Krad Vajmitu Maïre B'chol Inyan, Afilu Enot Sarich le Gachalto. D'après ça, on peut s'en sortir pour Rabbi Yossé Aglili. Et c'est peut-être pour ça qu'il vaut mieux encore dire Rabbi Yossé Aglili que Rabbi Yossé, là, on est complètement coincé. Et je crois que c'est un des arguments que le Tzlar disait pour dire il vaut mieux lire Rabbi Yossé Aglili que Rabbi Yossi, parce qu'au moins, d'après le premier Thérouz de Tosfot, ça sort. On s'en sort. Mais d'après le deuxième Thérouz de Tosfot, on s'en sort pas. Donc la question revient. D'après ce deuxième Thérouz, alors comment on fait? Ça peut être ni Rabbi Yossé, ni Rabbi Yossé Aglili. Alors, le Tzlar vient finalement avec une réponse très simple, qui balaye toutes les objections que nous avons soulevées depuis le début. Le Enot Sarir ne se réfère pas à Rabbi Akiva, mais uniquement à Rabbi Ishmael. Pourquoi vous avez posé son hypothèse? Voilà, c'est ça. Et donc c'est-à-dire, il y a Rabbi Ishmael qui dit ça. Rabbi Akiva dit Enot Sarir. Non, la page toute, c'est sûr que quand Rabbi Yossé vient, il dit Enot Sarir, il va sur les deux. Oui, la page toute, c'est comme ça. Mais on n'est pas obligé. On peut dire qu'il reprend le Enot Sarir de Rabbi Akiva d'une autre façon. Moi, je ne peux pas dire comme Rabbi Akiva, je ne suis pas d'accord avec lui, mais je peux quand même dire Enot Sarir. Je suis d'accord sur le principe de Enot Sarir. Voilà, je suis d'accord sur le principe de Sarir. Donc, avec ce stade-là, on a résolu tous les problèmes. Donc, nous allons poursuivre maintenant le dernier passage de ce Inyan, qui va revenir à Rabbi Akiva.
Parce que là, en fait, on a cité une braïta. Évidemment, quand on cite une braïta, on ne l'interrompt pas. On la cite en entier, on l'explique, on la commente. Mais maintenant, la Gemara, elle va revenir sur un des auteurs de cette braïta, parce que, semble-t-il, c'est important d'en tirer tout ce que cela nous permet d'en tirer. Donc, nous sommes arrivés aux deux derniers mots de la page. Amar Rava. C'est Rava qui intervient et qui dit Shma mina mi de Rabbi Akiva klat. Tu peux déduire de l'enseignement de Rabbi Akiva, c'est-à-dire de son Enot Sarir, qui a fait la démonstration comme on l'a vu, parce que si c'était le 15, comment on comprendrait que la Torah nous demande de brûler le Chametz alors que c'est une melacha? De cette démonstration de Rabbi Akiva, on peut déduire trois enseignements importants. Klat. Premièrement, Shma mina en biur chametz el asrefa. Ben oui, ça paraît simple, parce qu'on sait que c'est pas tout le monde, c'est pas la vie de tout le monde. Il y en a qui pensent que Ashbatato bechol davar, la Torah me dit tu peux le détruire, tu détruis comme tu veux, alors que c'est Rabbi Yehuda qui disait qu'on ne peut détruire que en le brûlant. Et là, toute la démonstration de Rabbi Akiva s'appuie sur le fait que la havara est une melacha. Si on dit que on peut simplement le jeter à la mer ou le donner à manger à son animal, il n'y a plus de problème de destruction et de melacha. Donc ça, on est obligé de dire que Rabbi Akiva pense, comme Rabbi Yehuda, que El Biur Chametz c'est la srefa. On verra le Rashi après, parce que ça a l'air très simple, le Rashi, on va voir que c'est beaucoup plus compliqué. Rabbi Yehuda dont il est question, c'est Rabbi Yehuda Bar Ilai. Oui. C'est pas un élève de Rabbi Akiva? Si. Parce que là vous dites Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi Yehuda. C'est plutôt Rabbi Yehuda, c'est l'élève qui pense comme son maître. C'est des questions basiques de basiques, ça. Parce qu'on dit souvent comme ça. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? L'auteur c'est celui qui l'a dit de manière rouge, c'est Rabbi Yehuda Bar Ilai. Voilà. D'accord. D'où il l'a tiré, Rabbi Yehuda? De Rabbi Akiva. Kula Maniva de Rabbi Akiva. Peut-être Peut-être même, si ça se trouve. Ou alors il l'a entendu par ailleurs, en direct. Mais c'est lui, comme c'est lui qui le dit, alors on a l'habitude de dire, il pense comme lui. Mais c'est pas qu'il l'a appris de lui, évidemment. Alors, donc ça c'est la première démonstration, ça paraît simple. On va faire le Rashi tout de suite quand même, c'est pas la peine de voir les autres. On peut faire déjà premièrement le Rashi, parce que sinon après il faut rentrer dans une idée, revenir en arrière. Alors regardez Rashi en haut de la page, Shmamina. Midelo nafkale de hay yom arishon erev yom tov u. Ella mishum de asur lav'ir beyom tov. Shmamina sirele ke Rabbi Yehuda. Alors déjà, il y a une réhoute énorme pour quelque chose de tout simple. Et il le dit de manière compliquée. Comment il dit? Puis, du fait que l'onafkale, il ne déduit pas de hayom arishon, que ce yom arishon, erev yom tov, ou désigne la veille de yom tov et non pas le yom tov. Il ne le déduit pas, ou plus exactement, l'onafkale est là. Il ne le déduit que Mishum, par le fait que Asur la vir beyom tov, et pas sous-entendu d'une autre façon. Shmamina, tu peux déduire de là, sur Alek et Rabbi Yehuda, qu'il pense comme Rabbi Yehuda, de Amar le Kaman, qui dira plus loin, de Pere Kol Sha'a, dans le Pere Kol Sha'a, vous voyez, c'est Rashi aussi, dit sur Alek et Rabbi Yehuda, moi je l'ai pris de Rashi, mais donc c'est habituel de parler comme ça, il n'y a aucune difficulté sur Rashi. Donc, d'Amar le Kaman le Pere Kol Sha'a, Rabbi Yehuda, on verra plus loin qu'il va dire dans le deuxième chapitre de Psachim qui est intitulé Kol Sha'a, page 21a et 27b, En biur chametz et la srefa, que on ne peut détruire le chametz que en le brûlant. Veya lifla minotar, et d'où il le sort Rabbi Yehuda d'ailleurs, par une déduction d'un pasouk de notar. Notar, c'est les sacrifices qui devaient être mangés dans le cadre d'un délai qu'il ne fallait surtout pas dépasser. Et si jamais le délai a été dépassé, donc soit la partie qui devait être mangée, on a dépassé le délai, soit la partie qui devait être brûlée sur l'autel, on a dépassé, là ça devient notar,
Et Karet. non, en fait, non, notar, c'est surtout pour ce qui doit être mangé, Manger. parce que ça est sur Akhila, il y a karet, ouais. Et puis de toute façon, il faut le brûler, donc ça ne change pas grand-chose par rapport à celui qui va être brûlé. Non, Il faut le brûler. mais il y a quand même un notar, je pense, par rapport à Corban, dans le sens qu'on ne peut plus l'offrir sur l'autel, à ce moment-là, on le brûle en dehors de l'autel. Et ça ne. Ça rend tarif les kilim. Ah, je ne sais pas, le misbéach, il n'est pas besoin d'être caché, mais bon. En tout cas, c'est essentiellement, effectivement, un aliment de sacrifice qui n'a pas été mangé dans les délais. La Torah nous dit que on ne peut pas le manger et qu'il doit être brûlé. Et la Torah, elle dit Ba'esh tisrofu. Et donc, il déduit la destruction du Hametz de notar. Parce que si, alors quelle est la démonstration? Parce que si on disait que Rabbi Akiva, il ne pense pas comme Rabbi Yehuda, il pense comme les Rabbanan de Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, il pense que Ashbatato b'chol davar, qu'on peut détruire le Hametz par n'importe quel moyen. Dans ce cas-là, sa contrainte tombe. Sa contrainte de dire ça ne peut pas être Yom Tov. L'ukme be Yom Tov. Pourquoi? Il peut très bien le placer le jour de Yom Tov. Ou il va renu bedavar acher. Et il peut le détruire autrement qu'en le brûlant, sans profaner le Shabbat, Yom Tov. Par exemple, Yachilenu le klavim, il a qu'à le donner à manger aux chiens. Ou Yashlichenu le yam, ou il le jette à la mer, il n'y a plus de melachot. Voilà ce que dit Rashi. Donc, ce Rashi pose de nombreux problèmes. Je commence par la fin. Beaucoup de Acharonim se posent la question sur Rashi qui a dit qu'il y aurait le loisir de le donner à manger aux chiens si, le jour même de Yom Tov. Si on dit que j'attends le Chol Davar. Non, il y en a qui soulèvent. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi derrière, puisque vous en parlez, il y en a qui soulèvent le problème qu'il y a écrit dans le Rouchalmi qu'on n'a pas le droit de donner du Hametz aux chiens. Non seulement à son chien, parce que c'est à Sourbana, mais même un chien Efker. On a vu ça déjà dans la Sabchala. Et alors ils disent, donc, comment Rashi peut dire, c'est à Sourbana? Mais ça pour moi, c'est pas une question. Et j'ai trouvé après quelqu'un qui dit donner ma réponse. On peut très bien dire que là-bas, le Issour, parce que pourquoi c'est Assour donner un chien Efker? Biche là, mon chien, j'ai une obligation. Pour pas qu'il me morde, mais je peux lui donner un coup de bâton, il ne me mordra pas non plus, et j'ai pas besoin de lui donner à manger. Donc pourquoi c'est considéré comme une yana? C'est la satisfaction morale de nourrir à l'animal. On lui donne son sucre et il est content. On a fait du bien. Mais ça, on peut très bien dire que c'est pas un issour ana'a goufani, c'est moral, c'est pas physique. Et donc, quand on a dit que c'est assour dans l'Yerushalmi, c'est midrabanan. Parce que midrabanan, on étend le champ de l'interdiction de la hana'a. Mais pour que ce soit assour minatora, il faut que ce soit une hana'a physique. Il n'y a pas d'hana'a physique. Et nous, on parle ici d'un problème d'oraïta. Toute la question, c'est que la Torah, il faut que la Torah me trouve une solution qui soit permise par la Torah de détruire le Hametz. Je peux donner à manger au chien Efker, pas à mon chien évidemment, mais à un chien Efker, mais la Torah, il n'y a pas de problème. Donc cette question-là, c'est bien qu'on en ait parlé, on n'a rien comme ça, on n'aura pas fait l'impasse sur quoi que ce soit. Par contre, l'autre question est plus sophistiquée. Mais ça, il faut connaître la Gemara plus loin. En principe, on ne la connaissons pas encore. C'est Daf Mem Vav. Mais le Pnei Yoshua, par exemple, et plein d'Acharonim soulèvent la question que plus loin Daf Mem Vav, mais aussi, et là on est déjà plus accessible à la question, comme nous avons étudié Rashi dans Betsa. Dans Betsa, Daf Kav Zayin, Rashi nous dit que si, à propos de Srefat Kochim, à propos de Asur Lisrof Kochim de Yom Tov, Rashi dit, on n'aurait pas le droit même de le donner à manger aux animaux. S'il y a un issour de brûler des sacrifices le Yom Tov, on n'aura même pas le droit de le donner à manger aux animaux. Et Rashi explique, parce que, puisque la Torah a conféré une importance à cette destruction, puisqu'elle y tient, elle l'oblige à le faire, ça devient un acte tellement important qu'il va devenir melacha. Ça veut dire, ça va être une sorte de 40e melacha. La Torah lui a conféré en l'espèce, archevé. C'est comme ça que Rashi avait dit, archeva rachamana le srefato. La Torah ayant donné à la srefa ici une chashivut, ça lui devient une melacha.
Et là-bas, il dit, et donc on n'aura même pas le droit de le donner à un animal, parce que c'est une destruction avec un grand D, qui devient une melacha. Alors c'est une contradiction. Comment Rashi peut dire ici, comment Rashi peut dire qu'il aurait pu donner non, il pouvait, ouais, même la shtichenu layam, hein, les clavim, layam, c'est la même chose. Là, c'est les deux qui font problème, donc on est vraiment coincé. Alors, qu'est-ce qui répond le Pnei Yoshua? Le Pnei Yoshua répond que tout ce que dit Rashi plus loin, Daf Memvav et dans Betsa Kavzaïn, en tout cas non, dans Betsa il ne parle pas de Hametz en vérité, c'est surtout dans la stira, elle est vraiment avec plus loin à propos du Hametz, Daf Memvav. Quand est-ce qu'on pourra donner cette svara-là, à propos du Hametz, que puisque la Torah a exigé la destruction ou la combustion, ça devient une melacha, ça c'est après qu'on déduit de notar. Si on déduit de notar, alors on va dire que puisque la Torah, elle tient au fait qu'il soit brûlé, ça veut dire que qu'est-ce que la Torah veut? Elle veut que le Hametz soit plus là. Il faut faire en sorte qu'on fasse un acte qui supprime la présence du Hametz. Et dans ce cas-là, ça devient une Svarat Rashivut. Mais ce que Rashi dit là, c'était dans l'optique où on ne déduirait pas de notar. Si on ne déduit pas de notar, si on dit Ashbatato Bechol Davar, c'est qu'on ne déduit pas de notar. Si on ne déduit pas de notar, alors on va expliquer, mais il y a quand même écrit Tashbitou, alors qu'est-ce que ça change? Il dit non. Il dit, s'il y a juste écrit Tashbitou, j'interpréterai le Tashbitou, pourquoi la Torah me dit Tashbitou? Pour ne pas être au verbe alimatsé. Donc c'est une sorte de hercher. La Torah, c'est pas que la Torah, l'acte de destruction, il est important. C'est le process pour ne pas transgresser le balimatsé. Mais l'acte en lui-même n'est pas important. C'est juste un hercher, un moyen pour m'éviter de faire une avéra. Dans ce cas-là, c'est pas rachouv. Mais si vous déduisez de notar, alors ça veut dire que il y a un acte particulier de destruction qui est rituel, qui est exigé. Et dans ce cas-là, ça change. Donc c'est du coup, alors comme Rashi là, il dit, s'il n'y avait pas déduit de notar, s'il n'y avait pas le strefa, si on dit Ashbatato Bechol Davar, il peut le donner. C'est un peu sophistiqué, mais c'est pas mal du tout. Voilà. Alors maintenant, il y avait une autre question sur Rashi, et avec le Pnei Yoshua, elle devient résolue aussi. J'aurais pu poser les questions avant de donner ma réponse, j'aurais dû le faire. Je remonte le Rashi du bas vers le haut. Donc on avait posé la question sur Yachilenu le Klavim ou Yachilenu Layam. Il y avait un autre, je ne sais pas s'il y a une chose qui vous a choqué quand on a lu Rashi, que Rashi c'était inutile. Quand Rashi nous dit que Rabbi Akiva pense comme Rabbi Yehuda, alors il nous explique, Rabbi Yehuda va dire plus loin, Enbiu Chametz c'est la Srefa. C'est normal que Rashi nous dise ça, parce que là on dit Shmamina Enbiu Chametz c'est la Srefa. C'est quoi ce principe d'Enbiu Chametz c'est la Srefa? Rashi nous dit, c'est la chita de Rabbi Yehuda qui va être développée plus loin dans Perek Kol Sha'a. Il nous dit même Perek Kol Sha'a. Donc ça veut dire qu'il nous incite à aller voir là-bas pour les tenants, les aboutissants. Qu'est-ce qu'il a besoin de me dire? Veyalifle Minotar. C'est Miyutar. C'est Miyutar, c'est pas notar, Miyutar, c'est en trop, c'est complètement... Quel était l'intérêt de Rashi d'anticiper, de dire, Rabbi Yehuda, vous savez d'où il le sort, il dit notar, c'est pas la peine. Il y a un din de Biou Chametz à la Srefa, on verra, quand on arrivera là-bas, on verra pourquoi. Maintenant qu'on a, c'est ça, maintenant que d'après le Pnei Yoshua, il ne dit pas le Pnei Yoshua, mais d'après ce qu'a dit le Pnei Yoshua, que si on déduit de notar, alors ça devient une malacha. Mais si Ashbatato Bechol Davar, qu'on déduit plus de notar, il n'y a plus de Ashbatato Bechol Davar, Rashi a besoin de le dire, parce que c'est ça qui va lui permettre de dire la fin. Donc une question résout l'autre. Alors il y a un dernier point qui était difficile dans Rashi, et ça vraiment, moi quand j'ai lu ça, je me suis cassé la tête, et j'avais pas d'explication. Et heureusement, j'ai trouvé que cette question était posée avant que je me la sois posée. Alors, c'est de quoi il s'agit? Je relis le début de Rashi. Shma Mina. Rashi a dit, donc encore une fois, reprenons d'abord la Gemara et ensuite on va voir le commentaire de Rashi. Rav a dit, de Rabbi Akiva, on apprend trois choses. La première des choses qu'on apprend, c'est quoi? C'est que En Biou Chametz c'est la Srefa. Comment on fait la déduction? Puisqu'il dit
sur quoi il s'appuie pour dire que ça ne peut pas être le 15? Il dit parce que comme Ashbata c'est brûlé c'est une melacha. Bon, alors on voit bien que c'est ça. C'est ça qu'il dit. Alors Rachid dit, donc Rachid devrait dire, du fait qu'il déduit que ça ne peut pas être le 15, parce que il y a Issour Srefa, donc ça prouve qu'il pense que le Biur Hametz c'est la Srefa. Et Rachid dit pas ça. Rachid dit du fait qu'il ne dit que cela, qu'il ne déduit cela que comme cela. C'est le lo et là qui fait problème. Regardez. Midelo nafkale de Hayom Arishon Erev Yom Tovu Ella Mishum d'Asur Lavir. Alors on a la preuve. Midelo et là. Non, il aurait dû dire Mide nafkale de Hayom Tov Arishon Erev Yom Tovu. Mide nafkale de Hayom Arishon Erev Yom Tovu Mishum d'Asur Lavir Yom Tov. Famina c'est avec Rabbi Yehuda. Ce lo est là qui dit sous-entend. S'il le déduisait, pas seulement aussi de cela, mais pas seulement, il n'y a plus de preuves. Pourquoi? À partir du moment où il déduit de cela, c'est terminé. Dès l'instant où il dit c'est Biur Hametz, c'est Srefa, et donc, non, plutôt où il dit que Avara, c'est Asur le Yom Tov, et Ashbata, c'est Avara, Asur le Yom Tov, il l'a dit, même s'il ne dit pas que cela. Pourquoi faut-il qu'il ne dise que cela? Vous comprenez le problème ou pas? S'il y a une autre façon de s'en débarrasser, il ne peut plus faire. Il n'y a plus de preuves. Non, disons qu'il a deux démonstrations. D'ailleurs, il le dit, puisque nous on a dit que Enot Sarir, ça veut dire qu'il en a deux. Donc en fait, il en a deux. Mais l'autre, elle ne fait pas appel à ça. Mais l'autre ne fait pas appel à ça. À partir du moment où j'en ai une qui fait appel à ça, ça suffit. Il a l'air de dire que non. Il faut qu'il n'y ait que cela. Alors ça aussi, je peux rajouter. Mais c'est pas que ça, de toute façon, on a dit Enot Sarir. Donc il en a au moins deux. C'est quoi ça? Mais le cœur de la question, c'est pourquoi il est obligé de restreindre. Du fait qu'il n'a démontré que par cela, alors c'est la preuve que Biur Hametz c'est la Srefa. Parce que même dans le Shemamina, quand vous avez Shemamina, on n'a pas dit qu'il y a Biur, N Biur, et la Srefa. Ça oui. C'est que ça. Donc, le Biur, oui. Ça oui, c'est deux choses différentes. Du fait qu'il a déduit que ça ne peut pas être le 15, parce que la Ashbata c'est interdit, ça prouve que Biur Hametz c'est la Srefa. Mais pas besoin de dire là et là. Parce que sinon, les autres Yom Harishon, ils ont fait, ça posait un problème. Je sais pas si je dis. Là où c'est marqué chaque fois Yom Harishon, ça posait un problème. Quel problème? Parce qu'ici, on dit pas Yom Harishon parce qu'il y a un. Alors qu'ailleurs, j'aurais peut-être pas forcément Yom Harishon, ça peut être Yom Tov. Quel Yom Harishon vous parlez, je ne vois pas. Sukkot, où il est marqué Yom Harishon. Là-bas, c'est Yom Tov. Là-bas, c'est Yom Tov, la Sukkot. C'est le seul cas où Yom Harishon, c'est pas Yom Tov, c'est chez nous. Ouais. Alors, le Tzlach rapporte au nom de son maître, il le fait avec beaucoup d'emphase et beaucoup, il dit c'est une obligation pour moi, pour ne pas, pour permettre au Goël de venir, sous-entendu à ma vie d'avoir Beshem Amrom et Pigoul à la Olam, de citer cette réponse au nom de mon maître vénéré. C'est là que j'ai appris que donc, le Tzlach, le Rabbi Yehuda, il avait un maître qui s'appelait Rabbi Isaac Shor. Alors, Rabbi Isaac Shor explique que Rashi avait un problème. Donc, de toute façon, ça sera la démarche, c'est que si Rashi, chaque fois que Rashi s'étend, c'est qu'il avait un problème et qu'il résout le problème. Quel était le problème de Rashi? Peut-être le Olam, Rabbi Akiva, que Rabbanan. Le Olam et Malach, qu'est-ce que tu veux démontrer? Qu'il pense comme Rabbi Yehuda que Biur Hametz c'est la Srefa. Le Olam et Malach, qu'il pense que Ashbatato, Bechol Davar. Mais, alors pourquoi? On commence par la démonstration alors. Mais alors, comment il arrive à prouver que le Yom Rishon, c'est le 14. C'est parce que il pense, il postule, que quand la Torah me dit Tashbitu, ça veut dire par tous les moyens que tu veux, par tous les moyens qui sont à par tous les moyens qui sont à ta disposition, y compris la Srefa. Donc ça démolit la preuve. Quand il a dit Rabbi Akiva, comment il avait dit ça? Umatsinu lavara sheyav melacha. Ça veut dire, il n'a pas dit qu'on ne peut faire Ashbata que comme ça.
Il a dit Matsinu lavara shia malacha. Or, tashbitu laisse entendre par tous les moyens qui sont à disposition, y compris avara. Ou Matsinu lavara shia malacha. Voilà le problème de Rashi. Voilà le problème de Rashi. Excellent, la question elle est excellente. Si on postule que Ashbata c'est le Bechol Davar, non, que le Tashbitu de la Torah me dit je te demande de faire Ashbata et je te dis que tu peux le faire par tous les moyens à ta disposition. Donc y compris Srefa. Le 14, ça s'entend. Le 15, ça ne marche pas. Il pense qu'on est Rabbanan, il ne pense pas qu'on est Rabbi Yehuda, quelle est la preuve? Alors, réponse de Rashi. Si vraiment le Mehalach de Rashi, de la Gemara et de Rabbi Akiva, c'est celui-là. Si vraiment Rabbi Akiva, il a en tête son postulat de base, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que lorsque la Torah dit Tashbitu, ça veut dire à tous les moyens qui sont à ta disposition. Dans ce cas-là, Rabbi Akiva avait un moyen encore plus simple de faire sa démonstration. Pourquoi? Parce que Rashi est le Shitato. Rashi a dit, vous vous rappelez qu'on avait vu une fois une marloquette entre Rashi et Tosfot, non pas la bête, Dafdalut Amud Bet, sur d'où on sait que Bitul Alma Sagi. Tosfot avait dit c'est Efker, une Svara. Rashi a dit non, ça se déduit du verset. Tashbitu, puisque la Torah elle a dit Tashbitu, elle n'a pas dit Tevaru, ça veut dire qu'Ashbata Belev avait Ashbata. Donc, pour Rashi, le Kol Hadeot, pour Rabbi Akiva aussi, quand la Torah dit Tashbitu, ça englobe Ashbata Belev. Si Rabbi Akiva pense que quand la Torah me dit Tashbitu, ça veut dire par tous les moyens à ta disposition, donc ça englobe Ashbata Belev. Ashbata Belev, donc Bitul. Est-ce que ça peut se faire le 15? On peut faire le 15? On ne peut pas faire le 15. Pourquoi? Parce que comme c'est Asur Bana'a, c'est plus à moi, et je ne peux plus faire Bitoul de quelque chose qui n'est pas à moi. Je peux le détruire, quelque chose qui n'est pas à moi, je peux le détruire, mais je ne peux pas faire Bitoul. Alors Rabbi Akiva, il avait une deuxième démonstration à faire, encore plus simple, sans rentrer dans le problème de Melacha. Puis, voilà ce que Rachid dit, puisqu'il n'a déduit que par le fait qu'il y a un problème avec la Havara qui est Melacha, il n'a pas déduit par le fait que du Bitoul, c'est que donc il ne stipule pas que Kashbata ça veut dire que ça, mais ça veut dire Dafka, ça veut dire Srefa. Donc qui pense comme Rabbi Yehuda. Uniquement pour Srefa et pas par Bitoul. Il est extraordinaire, je trouve, le Rabbi Isaac Shur. Ouais. Je crois que le Tzlach, il n'aime pas tellement, il en fait une autre, mais moi je préfère celle-là, je vais en tirer celle-là. Là, ça rentre parfaitement dans les mots de Rashi. Le Tzlach fait un long développement, un pile-poule, et puis ça rentre mal dans les mots de Rashi. Donc des fois, il vaut mieux garder l'opinion du maître que de celui de l'élève. Tu as compris le calcul? Oui, ça oui, mais le début, le postulat, que quand la Torah donne une mitzvah tassée, ça sous-entendrait par tout moyen. Oui. Moi, ça sous-entend par tout moyen qui est autorisé. Bien sûr. Oui. Pas par tout moyen qui est à ta disposition, mais si dans ceux qui sont à ta disposition, il y a une contrainte qui est parce qu'il y a un interdit, c'est sûr ça le supprime de facto. Par exemple, C'était ça la Svara qu'on avait dit, nous, d'ailleurs, à l'époque. Je sais pas, dans n'importe quel domaine, quoi. Par exemple, si le 14 c'est Shabbat, il y aura aussi le problème de Havara. Donc ça ne peut pas être toujours par tous les moyens. Si c'est le Shabbat, tu es obligé de faire la Havara avant, comme on fait nous. C'est-à-dire on fait le vendredi, on ne fera jamais la Havara le Shabbat. Je veux dire, je comprends, c'est par tout moyen qui t'arrange, du moment que c'est autorisé. Du moment qu'il n'y a pas quelque chose qui est assourd par ailleurs. Mais c'est d'Ochak de restreindre le verset. On pourrait imaginer un postulat qui dit, justement, le verset te dit, Tashbitu, elle ne fait aucun, comme il le dit de manière générale et sans restriction, ça veut dire tous les moyens autorisés, mais ils sont tous autorisés. Bien sûr que c'est sous-entendu de ne pas faire par les moyens interdits, mais puisque je ne te précise pas, ça veut dire que tous les moyens sont autorisés. Ah, ça ne va pas. Si c'est le 15, ça ne va pas. Si c'est le 14, ça va. Donc c'est le 14. Tu comprends? D'ailleurs, je n'ai pas tout dit, mais il appuie encore d'où il a sorti son idée, ce postulat de dire cela. Il a sorti du Maginé Shlomo.
Parce qu'à l'époque, Tosfot avait attaqué Rashi en disant comment Rashi peut dire que Ashbata c'est Belev et Rabbi Akiva lui dit le contraire. Et comment Rabbi Akiva alors il va d'où il va tirer Bitoul alors? Vous vous rappelez de cette question de Tosfot? Et alors Guiné Shlomo disait c'est pas un problème parce que Ashbata ça veut dire V'chol Davar. Donc Avara mais aussi Bitoul. Donc on avait déjà dit ça. Mais bon, nous, on n'a pas accepté ça. J'avais donné une réponse un peu plus sophistiquée. C'est-à-dire que la Torah, elle veut, Rabbi Akiva, il pense que c'est En Biur Chametz et la Srefa. Mais que comme la Torah n'a pas dit Tevaru, mais elle a dit Tashbitu, elle nous sous-entend que si on fait Bitul Belev, ça va aussi. Mais elle tient quand même à une hiérarchie et ce qu'il faut faire a priori c'est Srefa. Mais si quelqu'un n'a pas fait Srefa, il a fait Bitoul, ça veut dire c'est valable. Grâce au Shinu Yashon. Comme ça nous on avait dit. Mais cette idée de dire que le verset englobe tout, c'était Rabbi Guiné Shlomo. Donc il s'est appuyé sur la. Donc ça fait tout un pilpoul. Le Magili Tosfot a attaqué Rashi. Le Guiné Shlomo a répondu avec ça. Avec cette para-là, on va pouvoir répondre maintenant à la Gemara ici. Alors on va avancer encore un petit peu. Ça c'était le premier Shema Mina. Donc on va voir maintenant le deuxième. Ou Shema Mina Avara Lechalek Yatzat. Alors ça c'est encore un nouveau concept que vous n'avez peut-être pas encore rencontré. Avara Lechalek Yatzat c'est dans Shabbat d'Afaïn. Qu'est-ce que ça veut dire? Littéralement, la Avara, c'est-à-dire la melacha de faire un feu le Shabbat, c'est sorti pour dissocier. Je traduis littéralement pour vous montrer que sans commentaire, on ne comprend pas beaucoup. Maintenant, vous allez voir le Rashi, il est assez long. Ushmamina. Mideka Amar, Shehu Av Melacha. Rashi nous dit, la déduction s'opère du fait que Rabbi Akiva a dit les mots Matsinu Avara, Shehu Av Melacha. Rashi commence par ça. Puisqu'il a dit Av Melacha, il a dit les mots catégorie principale de travail, Svirale Kerabinatan. Donc c'est une autre nouvelle Machlok et Tanaïm. Ça prouve que Rabbi Akiva pense comme Rabbi Natan. Là encore une fois, ça veut dire qu'il pense comme Rabbi Natan parce que c'est Rabbi Natan qui a exprimé cette halakha de Amar qui dit dans Shabbat Afaïn Avara lechalek yatzata que la melacha d'allumage est venue pour dissocier. De quoi s'agit-il? De Tanya. Effectivement, une braïta enseigne Avara lelav yatzat ou yatzata. Et là, il faut rajouter lelav yatzat. Et là, il faut rajouter les commentaires, beaucoup de le Rechash, le Cheshek Shlomo dit que pour comprendre mieux, il faut rajouter ici, sinon dans Rashi on ne comprendra pas la suite. Il faut introduire les trois mots, d'ivrei Rabbi aussi. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Avara le lav yatzat. She'aita bichlal lo taseh kol melacha. Parce que la melacha de Avara, donc faire un feu, elle était englobée, incluse dans la défense générique de Shabbat. Vous savez que la Torah n'énumère pas les 39 travaux. Elle dit simplement l'otaseh kol melacha. Il ne fera aucun travail. Et après, par une juxtaposition avec le Mishkan, on dit que tous les melachot, tous les travaux qui étaient nécessaires à la confection du Mishkan, sont tous des travaux qui sont interdits le Shabbat. Donc la combustion comme les autres. D'ailleurs au Mishkan on devait faire du feu pour fabriquer, pour faire cuire les non, attention. Les colorants. Je rappelle que d'après le Babli et contrairement au Yerushalmi, les melachot ne sont pas des melachot de fonctionnement, mais de construction. Il y a toujours deux budgets. Il y a le budget construction, il y a le budget fonctionnement. Là on est sur la construction, on n'est pas sur le fonctionnement. Oui, mais il y a une marloquette quand même. Mais c'est Yerushalmi, nous on fait dans le Babli. Et donc je reviens dans Rashi. She'aita bichlal lo taseh kol melacha. Alors la question sous-entendue c'est pourquoi la Torah dit lo tevaru esh b'chol moshotechem? Pourquoi la Torah met le focus sur cette melacha d'Avara? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Tous les 39 travaux sont interdits, c'est de là comme les autres. Donc c'est en trop. Donc pourquoi elle est yatzat? Pourquoi elle est sortie du lot? C'est ça la question. Pourquoi la Avara elle est sortie du lot? Alors Rabbi Yossé il dit les laves, ça veut dire quoi? Au contraire. Initialement, elle était englobée dans l'otaseh kol melacha.
Chazar veotsi Mikel Alo, la Torah est revenue, l'a fait sortir de la règle générale, ou Farad Ba lave la Hatzma. Elle a précisé un lave pour elle-même. Elle a dit tu ne feras pas cela, tu n'allumeras pas de feu, tu n'allumeras pas de feu. Pourquoi? L'omar lecha, pour t'apprendre. Chez Ena bemitad bedin que chez Armelachot et la belav zelevado. C'est pour t'apprendre que cette melacha n'est pas passible de la mort en tribunal humain, comme c'est le cas des autres melachot de Shabbat qui sont sanctionnés par la peine de lapidation, mais que cela n'est sanctionné que par l'avzé, cette interdiction pure, uniquement. Donc il y aura juste Malkout. Donc le paradoxe, c'est que, d'après Rabbi Yossi, que la Torah met le focus sur la Havara, qui aux yeux des gens est considérée comme la melacha la pire, parce que c'est celle qui a été nommément écrite dans la Torah. Et d'après Rabbi Yossi, le paradoxe, c'est que ça a été mis nommément dans la Torah pour dire que c'est moins grave que les autres. Beaucoup moins grave que les autres. C'est un petit lave. Alors que les autres, c'est le chayav ce qu'il a. Mais nous, on n'est pas faussés comme ça, je le dis tout de suite. La lacha, elle n'est pas comme Rabbi Yossi. Et comme Rabbi Yossi. Rabbi Nathan Omer. Et donc, on continue. Rabbi Nathan Omer, c'est là qu'intervient Rabbi Nathan. Et Rashi avait dit au début que Rabbi Akiva pensait comme Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Nathan? Rabbi Nathan Omer, Lechalek yatzata. Là, elle est venue pour dissocier les melachot. À savoir, chez l'Otomar, pour que tu ne dises pas Haose arba'a ou chamisha avot melachot beshogeg beshabbat eno chayav ela achad da'achad lavika bekulu v'chad karet. Que tu ne dises pas que celui qui fait par exemple 4 ou 5 catégories principales de travail par erreur le Shabbat, un ignorant, il ne sait pas qu'on n'a pas le droit d'écrire, il ne sait pas qu'on n'a pas le droit de coudre, il ne sait pas qu'on n'a pas le droit de creuser. Et alors il fait tout ça, un même Shabbat. Et après, il apprend. En général, on apporte un korban par Avera qui est sanctionné Bemezid par Karet, Beshogeg c'est Khatat. Combien il va apporter? J'aurais dit a priori, il a fait une faute, répétée la... Parce que quand on fait la même faute, répétée plusieurs fois, dans le même oubli, on amène un korban. Donc là, il a fait sous des formes différentes, mais il a transgressé un même interdit, ne pas faire de travail. Il a fait des travaux différents. Mais donc c'est combien de korbanot? Un seul. Comme ça, j'aurais pu croire. Pour que tu ne dises pas que celui qui fait 4 ou 5 travaux principaux par erreur, le Shabbat, n'est passible que d'un korban, par le fait qu'il n'y a qu'un seul lave dans tous ces travaux et un seul karet, le fichar parat babifne atzma. C'est pourquoi la Torah l'a détaillé de manière autonome, la kish et Léa. Mais pas seulement pour elle, mais pour servir de modèle et qu'on compare toutes les autres à elle. Et on va dire, ma'i meyuchedet, de la même façon qu'elle, elle est particulière, chez Yav Melacha, dans le sens que c'est un travail principal, v'chayavin ale ale atzma, et qu'on est chayav pour elle séparément, parce que maintenant que la Torah me l'a sorti, il y aura un korban shogeg spécialement pour lui, puisqu'il y a l'om melacha, et puis il y a l'otovaru. De la même façon que si je fais l'otovaru, j'ai un korban spécifique, pareil pour toutes les melachot. Donc, on a deux explications pour justifier pourquoi la Torah, elle me dit que l'otovaru, je donne un pasuk spécial sur la Havara. Donc on a Rabbi Yossi qui dit c'est pour amoindrir la sanction, qui n'est qu'un lave. Et Rabbi Yossi dit, Rabbi Nathan dit pas du tout, c'est la même gravité, mais c'est pour dire que chaque melacha appelle un korban en soi. Alma, alors maintenant que la preuve est, alors comment on voit que Rabbi Akiva il pense pas comme Rabbi Nathan? Bah oui, c'est aussi. Ou plutôt, il pense comme Rabbi Nathan, il pense pas comme Rabbi Yossi. Pourquoi il ne penserait pas comme Rabbi Yossi? Il a dit que la Havara c'est interdit, c'est interdit. Rabbi Yossi aussi, il est d'accord que c'est interdit. Il a juste dit que c'est un lave, mais c'est quand même interdit. Alors, Yarashi a dit, Alma le Rabbi Yossi, lave av melachai. C'est plus, d'après Rabbi Yossi, qu'il a dégradé, dans le sens qu'il n'y a plus karet et ce qu'il a, c'est juste un lave. C'est comme Troum, par exemple. Donc, c'est plus un av melacha. C'est plus une catégorie principale de melacha. Donc là, on s'attache au mot de Rabbi Akiva. Ce n'est pas le fond de la démonstration. Le fond de la démonstration reste la même. Pour Rabbi aussi. Mais comme il dit, Matsinu la Havara Shehi
Av Melacha, l'écoute de ces mots prouve que Rabbi Akiva pense le Chalek Yatzat et pas le Lav Yatzat. Je suis désolé, là j'ai gratté 4 minutes. On reviendra là-dessus, c'est un Tosfot sur ce sujet la semaine prochaine.